Donc aujourd'hui, voilà, nous allons parler de ce sujet, l'anonymisation des données dans les LMS, et en particulier pourquoi ça devient de plus en plus critique à l'ère des LLM. On génère, vous savez, de plus en plus de données, y compris dans l'information, et ces données, elles sortent de plus en plus des LMS, donc ça pose plein de questions. Et c'est un petit peu le tour du sujet qu'on veut faire aujourd'hui, en particulier parce que c'est des sujets très importants sur lesquels on a travaillé et on apporte des solutions qu'on va notamment vous présenter ici dans ce live. Petit rappel sur qui nous sommes. Donc, nous sommes une EdTech française créée en 2019. On est aussi cofondateur, très acteur dans le développement des espaces de données éducatives, espaces de données européens, donc ce qu'on appelle les data space, au travers de l'association Prometheus X. Et nous, donc, ce qu'on fait, notre cœur de métier, c'est de déployer, personnaliser des LMS, notamment le LMS Totara, pour lequel on est Alliance Partenaire. Et on a aussi une expertise sur les traces d'apprentissage, les catalogues de Learning Object, et donc une nouvelle brique que l'on rajoute sur l'anonymisation des données personnelles, mais qui est liée à ce qu'on faisait sur les traces d'apprentissage et puis les problématiques que nous faisaient remonter les clients sur les LMS. Et voilà, donc c'est une petite présentation de notre entreprise. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de discuter, de parler en particulier du risque quand même qui est lié à, on va dire, toutes ces données, notamment les données personnelles. On va un petit peu discuter des données personnelles, qu'est-ce que c'est, celles que vous manipulez, parce que parfois on n'en est pas conscient, on en manipule beaucoup quand même sans le savoir. On va aussi ensuite, je vous ferai une petite démo de notre brique, même si c'est pas forcément le cœur de la présentation, puisque le cœur c'est quand même de discuter de ces sujets importants, mais vous montrer voilà, en tout cas qu'il y a des solutions qui existent, et on prend le sujet, nous, en tout cas, très au sérieux. Puis à la fin, je pourrai répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs, durant le live, de poser vos questions dans le chat, et on pourra ainsi rebondir dessus dans la partie questions-réponses à la fin. Parlons du risque. Bien déjà, le risque n'est pas théorique, et je pense que vous l'avez vu, ou vous le voyez, en tout cas dans les annonces qui se font régulièrement dans la presse. On a recensé, on va le voir ensuite, de nombreuses fuites dans le domaine de l'éducation et de la formation, donc ça touche aussi notre secteur, et c'est important de comprendre ce risque. C'est pas un risque fantasmé, c'est un risque qui est réel, qui est malheureusement peut-être pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire, et il faut le traiter. Voilà. Et il y a des solutions. On n'est pas sur un problème qui n'a pas de solution. Voilà, donc là on a fait un petit dans la préparation de ce webinaire, on a fait petite recherche sur les incidents majeurs qu'on a vus dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec un focus quand même plutôt sur la France, même si on a quand même inclus deux gros qui ont touché les USA avec Power School, et puis très récemment, enfin le mois dernier, Canva qui est quand même un des plus gros LMS au monde, et pour lequel ils ont eu malheureusement une fuite qui a touché quasiment tous leurs utilisateurs, 275 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Et c'est donc un risque qui est présent. Voilà. On va les balayer. Alors attention, moi je ne suis pas en train de montrer du doigt des erreurs. C'est sérieusement, bon, la plupart du temps, c'est quand même des acteurs malveillants, ce sont des pirates qui vont tenter d'extraire ces données pour pouvoir faire soit des rançons, soit juste de la revente, de la revente des fichiers. Donc là, c'est par exemple le cas sur Canva. C'était donc des hackers
le groupe Shiny Hunter, qui a fait ça et qui a ensuite demandé une rançon à Canva pour qu'il paye en échange de ne pas divulguer ses données. Voilà. Donc, alors est-ce qu'ils auraient pu mettre en place des solutions, éviter totalement le problème? Peut-être pas, hein, parce qu'il y a toujours une course du voleur et du gendarme avec les pirates et la sécurité informatique, mais ils auraient sûrement quand même pu minimiser certains aspects pour que le risque soit modéré. On a un cas qui nous touche plus, nous en France, le cas du CNUS. Mon temps c'était le CRUS, mais voilà. Voilà, qui touche en fait les données de plus de 700 000 étudiants et des données très larges, des données plus de la vie étudiante, mais qui sont aussi quand même des données dans le cadre. Et ça pose aussi la question de l'éparpillement de ces données, la multiplication de ces données, la conservation de ces données. Voilà, c'est des questions. Alors en France, en Europe, on a la RGPD. La plupart maintenant des grandes organisations se sont structurées avec des DPO pour vraiment prendre à cœur ces problèmes. Et malheureusement, on voit aussi des fois chez les DPO qu'il y a des difficultés à faire passer le message, c'est vécu comme c'est une contrainte, ainsi de suite. Alors qu'en fait, des solutions, il y en a. Des solutions bien sûr organisationnelles, de bonnes pratiques, mais aussi des solutions techniques. Un autre aussi qui a touché dernièrement EduConnect, puis d'autres acteurs, donc avec des approches qui sont souvent avec donc de l'engineering social, c'est-à-dire on va récupérer des informations, pirater le compte de quelqu'un qui a des droits plutôt étendus, admin, des habilitations, pour pouvoir ensuite accéder à ces données. Voilà, donc ça pose ici la question de bien avoir des politiques de mots de passe, de double authentification fortes. Je le dis tout le temps, mais j'en reprofite aujourd'hui. Si vous n'avez pas un mot de passe si vous avez un mot de passe qui a moins de 20 caractères, qui n'a pas de majuscules, minuscules, chiffres, symboles, et qui n'est pas généré de manière aléatoire par un gestionnaire de mots de passe, c'est un risque, c'est un énorme risque. Voilà. À notre époque, vous devez avoir des gestionnaires de mots de passe pour vos mots de passe. Vous ne pouvez pas vous utiliser la date d'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez ou autre chose pour vos accès. Voilà, c'est très important d'avoir une bonne politique de mots de passe. Alors, donc le point commun entre toutes ces données, en particulier des données qui sont vraiment souvent sensibles, c'est que ce sont des données personnelles et ces données, elles existent, en particulier dans les LMS. Et comme je vous le disais un petit peu au début, elles circulent de plus en plus hors de ce LMS, alors, soit lorsqu'on fait des exports, lorsqu'on connecte un LLM, de plus en plus avec les agents IA, il va y avoir des accès aux données de ce LMS. Donc il faut se poser la question de vraiment où sont les données et qui y accède. Ça, c'est vraiment une question qui doit être... il faut arrêter la pensée magique. Je vois encore beaucoup de gens qui ont une confiance dans les solutions de certaines GAFAM, qui succombent, on va dire, à ces arguments marketing. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais faites très attention et ayez vraiment un esprit critique. Alors, petit slide pour un petit peu montrer l'évolution qui est en train de se passer là dans les LMS, dans le e-learning peut-être plus général, dans les plateformes de formation. Sur les dernières années, donc on a eu les LMS qui sont développés dans les années 2000, qui ont intégré de plus en plus de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités collaboratives, fonctionnalités qu'on retrouve dans les LXP. Avant d'ailleurs, il y avait des LXP et des LMS. Maintenant, la plupart des LMS ont absorbé les fonctionnalités des LXP.
D'ailleurs, c'est le cas de ce qui se passe dans Totara, puisque Totara est un LMS et un LXP. Maintenant, on est en train de vivre la connexion, l'intégration de l'IA générative. Alors, directement à plusieurs endroits dans le LMS, ça peut être dans les chatbots de support utilisateur, dans des options pour faire des résumés de la génération d'images, de la traduction par IA, aussi via les outils auteurs qui créent des ressources, des contenus. Et comme je vous le disais, on va se diriger vers de plus en plus d'accès au LMS via des agents. Donc, des agents, ce sont des IA qui ont, on va dire, des fonctionnalités propres et qui peuvent être orchestrées par des agents orchestrateurs qui vont leur donner des tâches à chacun. Et voilà, donc en fait, on a un peu une perte sur le contrôle vraiment de qui est-ce qui a accès aux données, puisque finalement, par exemple, si on prend le cas d'un ingénieur pédagogique qui crée un cours, avant il crée son cours, et finalement, même s'il avait accès à des données personnelles pour, je sais pas, créer son cours, eh bien, ça restait en fait limité à son usage. Mais là, ça sort dans l'outil auteur. L'outil auteur, il va l'envoyer à des LLM. Il peut y avoir des agents qui vont faire des choses sur ces données. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir en amont une conscience des données qu'on va un peu éparpiller. Petit aussi rappel de définition, hein, LLM, Large Language Model, c'est aussi ce qu'on appelle en français l'IA générative. Donc ce sont des types de modèles qui génèrent du texte, des vidéos, des images. Je replace ça dans le grand cadre, je vais très vite parce que j'ai déjà montré ces slides, mais pour ceux qui les voient pour la première fois, j'aime bien quand même à chaque fois recentrer de quoi on parle. On parle d'IA, mais l'IA c'est très large. Et actuellement, l'IA que l'on utilise et qui nous touche tous, hein, la révolution, c'est plutôt les LLM, qui est une sous-partie de l'IA, c'est-à-dire dans l'IA, on a ce qu'on appelle le machine learning, les techniques d'apprentissage automatique, et une sous-partie de ces modèles sont les LLM. Et ces LLM, on les connaît, on connaît plusieurs fournisseurs, donc il va y avoir OpenAI avec les modèles GPT, Mistral, petit cocorico parce que c'est une boîte française, Claude, Anthropic, Llama de Meta, Facebook. Voilà. Copilot aussi de Microsoft. Et qu'est-ce que fait un LLM? On lui envoie une instruction, ce qu'on appelle un prompt. Il va générer un texte notamment, et il va renvoyer ce texte qui va s'afficher dans un chatbot ou dans un cours que vous êtes en train de créer avec un outil d'IA générative. Les agents, la différence, c'est qu'ils ont plusieurs tâches et ils vont accéder à plusieurs sources de données. Donc pour faire produire des tâches plus complexes que juste générer un texte. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour cadrer quand on parlera de LLM et d'agent IA, qu'on soit tous sur le même vocabulaire. Voilà, donc maintenant revenons un petit peu au cas d'usage dans la formation. Donc voilà, vous êtes dans un organisme de formation, vous êtes dans une grande entreprise, dans le service formation d'une grande entreprise, et vous utilisez ChatGPT, Mistral, Copilot, donc avec vos données de formation. Est-ce que avant chaque appel, vous retirez toutes les données personnelles des apprenants? Voilà. Donc ça, c'est une petite question que vous pouvez vous poser. Il y a un petit peu deux réponses, deux catégories de réponses. On va voir les gens qui repoussent. Ils disent, ah non, je peux pas faire ça, ça va prendre trop de temps. Ou alors, non, je vois pas l'utilité, si je fais ça, le LLM il va rien comprendre. Ou alors, carrément, refus du LLM. Ah non, je n'utilise pas de LLM parce que sinon, les données vont être enregistrées, réutilisées. Effectivement, c'est un risque. Donc, je comprends tout à fait d'avoir ces réactions-là. En particulier parce que la plupart des LLM réutilisent
les données, ils les stockent, parce que ça leur permet eux-mêmes de ensuite entraîner des nouveaux modèles, même s'il existe des modèles souverains en France, même des modèles avec contractuellement un engagement de non-réutilisation des données. Mais actuellement, c'est pas le cas lorsque on utilise Copilot, GPT. Alors, Copilot, ils vont dire dans les contrats Microsoft, ils mettent des clauses. Bon, ça reste un vœu pieux, quoi. Ensuite, est-ce que, voilà, si vous le faites, ben bravo. Hein. Si chaque fois que vous envoyez des données dans un LLM ou un outil qui est connecté à une IA générative, vous supprimez tous les noms, ben bravo, c'est les bonnes pratiques, mais par contre, clairement, ça vous prend un temps fou, et ça ne devrait pas être autant de friction de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies comme les LLM qui sont vraiment fantastiques, sans inclure du risque. Donc, petit point sur une donnée personnelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a 3 catégories de données personnelles. Données directes, c'est celles qu'on connaît tous. Donc, un nom, un email, ça peut être un identifiant RH, adresse, photo. D'ailleurs, petit rappel, il est interdit pour une entreprise d'utiliser le numéro de sécurité sociale comme identifiant RH au sein de l'entreprise. Ça, c'est une bonne pratique, plus qu'une bonne pratique, mais c'est une segmentation de l'utilisation des données. Mais même si vous avez un identifiant, un matricule, on va dire RH, il faut faire attention parce que ça, c'est une donnée personnelle directe. Donc, par exemple, ce n'est pas, vous pouvez pas dire que vous avez pseudonymisé les données parce que vous avez utilisé un identifiant RH. Enfin, ceci dit, c'est peut-être déjà mieux que d'utiliser l'email comme identifiant dans tous les logs, dans toutes les traces des apprenants, ce qu'on voit encore beaucoup trop souvent. Ensuite, il y a les données indirectes, c'est-à-dire qu'on ne va pas nommer une personne, mais par exemple, si on parle du responsable qualité du site de Lyon et qu'il n'y a qu'un site à Lyon et qu'il n'y a qu'un responsable qualité, ben, c'est quand même, ça pointe vers une personne, donc ça doit être considéré comme une donnée personnelle. Et ensuite, il y a des données qui peuvent être personnelles par croisement. Par exemple, je rappelle l'état civil, donc si vous aviez les états civils de naissance sont publics, donc vous pouvez voir, connaître le nom et le prénom d'une personne qui est née dans une certaine ville à une certaine date. Donc s'il y a la date de naissance et la ville, bon, et si en plus il se trouve que c'est une ville très petite, en même temps, ceci même dans des grandes villes, d'avoir le nombre de naissances n'est pas non plus énorme par jour, donc par croisement on peut rapidement revenir à une personne en croisant ces données. Donc ça, il faut faire très, très attention. Date de naissance, lieu de naissance, plus quelques autres éléments, et on peut retomber sur une personne. Donc ce type de données, où est-ce qu'on les retrouve dans un LMS? Bon, vous avez les données d'identité, un peu évidentes, je ne vais pas les reprendre, mais vous avez aussi les données d'indicateurs, les scores, les résultats, les temps passés, les taux de progression. Vous avez les activités, donc les traces elles-mêmes, ce que va faire la personne, un log de connexion, navigation, un clic, une réponse. Donc tout ça, ce sont des données personnelles, en particulier si elles ne sont pas pré-traitées. Et si vous avez peu d'utilisateurs, on peut rapidement remonter à la personne. Voilà. Il y a aussi plein d'autres types de données, notamment les feedbacks, quand vous faites des sondages, vous demandez. Et quand il y a des champs libres notamment. Je sais que les champs libres c'est mieux, ça permet d'avoir du qualitatif, du retour, mais les gens peuvent aussi mettre ce qu'ils veulent, y compris des données personnelles, qui peuvent en fait, du coup, être utilisées pour remonter jusqu'à eux. Voilà. Donc ça c'est très important d'avoir un petit peu en tête cette cartographie des données et des données à risque dans votre LMS. Alors, maintenant, on en revient au LLM. Donc, pourquoi est-ce que... Parce que là, finalement, ça, c'était des risques qui existaient déjà dans le LMS, mais pourquoi est-ce qu'avec un LLM qui se connecte au LMS, ou alors parce que vous utilisez des données
du LMS et que vous les envoyez dans un LLM, pourquoi ça rajoute du risque? Parce que généralement, les LLM, il leur faut beaucoup de contexte. Donc pour avoir des réponses, on va dire, qualitatives, donc on va leur envoyer beaucoup de données. Il va y avoir des données personnelles dans ces prompts, comme je vous l'ai dit, sauf si on prend le temps de les enlever. Il y a beaucoup de fournisseurs de LLM qui sont hors États-Unis, le lapsus, hors Union Européenne. Donc ça pose déjà des problèmes, puisque le transfert de données personnelles hors Europe doit être encadré par des clauses spécifiques de traitement qui garantissent que en fait, les traitements qui vont être faits sur ces données et la préservation de la vie privée est au moins identique à celle applicable en Europe. Et bon, pareil, il y a beaucoup de vœux pieux sur tout ça. Je parle même pas j'en parle un peu, du Cloud Act américain qui quand même donne la permission potentielle au gouvernement américain d'accéder à n'importe quelle donnée du moment que ça a été sont des données d'entreprises américaines, qui ont été stockées par des entreprises américaines. OpenAI, c'est une entreprise américaine. Meta, c'est une entreprise américaine. Microsoft, c'est une entreprise américaine. Mistral, c'est une entreprise française qui est financée par des fonds de partout, mais voilà, donc il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Et ensuite, la question à se poser aussi, c'est que est-ce que les fournisseurs de LM réutilisent les données transmises? Je vous l'ai évoqué plusieurs fois. Il y a beaucoup qui le font. Alors il y en a qui offrent la possibilité dans les paramètres de décocher, de dire que ok, on va pas les réutiliser. Il y en a qui offrent des garanties contractuelles. Ça reste quand même assez flou et puis voilà, il faut en avoir conscience. Petit test. Est-ce que j'ai enlevé le nom? Donc ma donnée est anonyme. Donc par exemple là j'ai Jean qui est commercial sud, qui a une formation conformité, score de 58%. Ben non. Parce que des gens dans une équipe de 80, en plus si on reprend que les commerciaux, probablement qu'en fait, peut-être même si Jean c'est un nom peu commun, probablement qu'il va en avoir 2 ou 3 et que du coup avec une autre donnée on va pouvoir, voire même le fait qu'il ait fait sa formation, fini sa formation le 12 mai, on va pouvoir savoir lequel de Jean c'est. Donc en fait c'est voilà, il faut vraiment considérer la donnée dans son ensemble et aussi la possibilité, vous allez comprendre, c'est quelque chose qui revient souvent, de la réversibilité. À quel point on peut revenir à l'identité d'une personne, c'est un petit peu le point clé pour savoir si la donnée elle est personnelle ou pas et quel est le risque. Parce qu'après c'est aussi une notion de gestion du risque, puisqu'on peut même une donnée anonymisée avec suffisamment d'informations, on peut finalement, voilà, pas forcément tout le temps, mais dans certains cas, retrouver quelle est la personne. Donc il faut vraiment, c'est une histoire de gestion du risque. Donc quelques points sur les différents types de traitements qu'on englobe des fois de manière générale dans le terme anonymisation. La première, la plus simple, c'est suppression. On va prendre toutes les informations et on les enlève. Ça marche. Ça permet, généralement, c'est pas réversible. Donc, comme c'est pas réversible, on obtient à la fin des données qui sont pas soumises au RGPD. Par contre, on a une très forte perte de données. Donc là, pour ceux qui disaient non, si je fais ça, le LLM ne va rien comprendre, ils ont quelque part raison. Qu'est-ce qui va rester comme données et est-ce que du coup le résultat que je vais avoir va être qualitatif? L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'anonymisation. Donc l'anonymisation, c'est qu'on va remplacer par exemple le nom de la personne par le type par ce qu'on appelle un placeholder. Donc
ça peut être le type de données. Donc par exemple, au lieu d'avoir marqué Jean Martin, ça sera remplacé par un placeholder qui aura marqué name. Donc l'avantage, c'est qu'on conserve quand même un peu plus de données, puisque ça a plus de sens, puisqu'on name a fait telle action, telle date. C'est généralement pas réversible, sauf toujours les petits datasets. Ça, c'est un peu la problématique, les tout petits datasets. Mais bon, dès qu'on a quand même un certain nombre de données, comme on génère de plus en plus de données avec le volume, voilà, ça passe. Est-ce que c'est soumis au RGPD? Non. Alors ensuite, il y a la pseudonymisation. La pseudonymisation, il y a quand même une grosse incompréhension. Je pense même chez des gens qui sont un peu experts du RGPD, parce que, et la CNIL a un article là-dessus avec lequel je suis pas d'accord, parce que quand on lit les textes de la RGPD, pseudonymisation, ça dépend en fait le niveau de réversibilité. Bon, la plupart du temps, on entend par pseudonymisation une pseudonymisation standard, c'est-à-dire qu'on va enlever par exemple le Jean Martin et on va lui mettre un code qui va être peut-être 3503. Mais chaque fois qu'il y aura marqué Jean Martin, ça sera le même code 3503. Et ça permet du coup de garder l'unicité notamment lorsqu'on va analyser par exemple des logs ou une série d'actions qu'a fait un utilisateur et qu'on va avoir un résumé. Bien, si on remplace dans le cas d'une anonymisation par name, en fait on ne sait pas si c'est le même utilisateur. Et du coup on perd le fil, le parcours finalement de la personne. Et ça c'est une grosse quand même perte d'information. Avec une pseudonymisation standard, eh bien, si c'est 3502 à chaque fois pour signifier Jean Martin, on garde ce fil-là. Par contre, clairement, du moment où on a ce lien entre Jean Martin, c'est équivalent à 3502, il y a finalement une réversibilité, puisque si le dataset, on le reprend, et on a cette table de correspondance, eh bien on peut revenir à la vraie identité, donc ça reste une donnée personnelle. Alors attention, c'est pas aussi le jeu, il n'y a pas forcément le jeu de dire c'est données personnelles ou pas données personnelles. Comme je vous l'ai dit, c'est une notion de gestion du risque. Déjà, si vous pseudonymisez, même avec une pseudonymisation standard, les traces, et qu'au lieu dans vos logs ou votre LRS, vous avez des traces des personnes, et au lieu d'avoir leur email, il y a marqué l'identifiant 3502, machin, déjà c'est mieux. C'est mieux parce que si un pirate le LRS, mais qu'il n'a pas la table de correspondance, en fait, il n'a pas toutes les infos. Donc déjà, on a diminué le risque. Après, ça reste quand même de la donnée personnelle dans ce cadre-là, et du coup, c'est quand même soumis au RGPD, donc ça doit appliquer tout le cadre. Sur la pseudonymisation forte, cette réversibilité n'existe pas, parce que par exemple, le mapping, il est fait au moment de la transformation et il n'est stocké nulle part. Donc dans ces cas-là, comme il n'y a pas de réversibilité, techniquement, ce n'est pas une donnée personnelle et ce n'est pas soumis au RGPD. Ça n'empêche pas le cas que, hors de cette réversibilité facile via une table de correspondance, il peut toujours y avoir quand même la possibilité de retrouver les personnes. Mais ça existe aussi même dans le cas d'un dataset anonymisé. Et du coup, il faut quand même documenter cette réversibilité et prouver que elle ne facilite pas, en tout cas, cette pseudonymisation forte, par exemple, la réversibilité par rapport à une anonymisation. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus, j'ai envie de dire, technique, mais c'est quand même quelque chose qui est faisable. Et dans certains cas, c'est très important. Parce que garder une pseudonymie, garder l'unité du parcours utilisateur, c'est très important, en particulier dans des usages où on peut faire de l'IA adaptatif. On sort un peu de l'IA générative, mais voilà. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais discuter. Donc voilà, même dans le cas d'une donnée anonyme, est-ce qu'elle est vraiment anonyme? Même dans ce cas-là, la réponse est jamais forcément oui. Est-ce qu'on peut isoler la personne? Est-ce qu'avec d'autres sources de données, on peut remonter à la personne? Est-ce qu'on peut, par élimination, déduire qui est cette personne? Dès que il y a un de ces cas qui est possible, voire même d'autres, c'est pas totalement anonyme, c'est pas totalement safe. Voilà. Mais bon,
entre le noir et le blanc, là on est dans les zones grises, et l'idée c'est déjà d'amener plus de barrières, déjà de pré-traiter l'information pour que, même si on ne peut pas totalement éviter les fuites, au moins que les fuites aient moins d'impact et soient moins graves. Comme voilà, j'ai un peu avancé sur le prochain slide. Donc si rien n'est fait, on peut réidentifier les personnes. Ça c'est en particulier vrai dans les petits groupes, les petites classes où on va avoir un faible nombre de personnes. Faut faire attention, voilà, dès que les données elles sortent, en particulier dans les outils IA générative, ou alors qu'elles vont être conservées dans des logs externes, souvent on a l'impression que la donnée, on l'envoie quelque part, il y a une réponse qui nous revient, et puis on pense qu'il n'y a pas de rémanence, pas de continuité. En fait, c'est pas vrai, tous ces systèmes, ils ont des logs, en particulier avec les problématiques de sécurité qui nécessitent de suivre un peu les activités des utilisateurs, mais ça veut dire aussi stocker ce qui transite. Donc il faut vraiment faire attention ça, sur le stockage des données, en particulier dès qu'ils quittent votre environnement. Il faut vraiment se poser les questions. Et ensuite, dans le pire des cas, si les données elles fuitent, perte de confiance, problème de non-conformité, voire même des amendes. Et puis on peut avoir problématiques finalement de conflits qui vont se poser entre les TPO, RSSI, les équipes métiers qui disent non mais attends, il nous faut qu'on avance sur les projets IA, oui mais il y a du risque, voilà. Bon, nous ce qu'on essaye de dire c'est que déjà il faut comprendre ce risque, il ne faut pas fermer les yeux, et ensuite il faut agir, il y a des solutions. L'IA, moi je vois pas un monde dans lequel il n'y a pas d'IA, en particulier dans la formation et l'éducation, mais c'est comme tout, il faut le comprendre et mettre en place ce qu'il faut pour l'utiliser sereinement. Enfin, c'est n'importe quel outil, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, n'importe quel outil créé peut devenir une arme, mais pas forcément, c'est pas forcément, on va pas interdire tous les couteaux parce que il y en a qui poignardent. Voilà, il faut trouver des solutions pour utiliser l'IA sereinement. Donc petite présentation un peu justement de notre solution. Donc Inonima, c'est le nom de cette marque, puisque on travaille sur ce premier produit qu'on vous présente, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et son petit nom, c'est Inonima DDI, DDI pour Data De-Identifier. Et l'idée de cet outil, c'est de s'inscrire dans le flux, c'est-à-dire de ne pas rajouter, notamment pour l'utilisateur final, de complexité. Il continue à envoyer son prompt, on filtre, on a un filtre de protection, donc Inonima qui va prendre la donnée, qui va l'anonymiser selon comment l'organisation a voulu le configurer, et qui va donc traiter ces données et ensuite les transmettre aux outils, notamment LLM, avec aucun stockage, avec aucune table de correspondance stockée. Tout est fait à la volée et de manière transparente pour l'utilisateur. Donc, en particulier, Inonima DDI, donc il est assez bon pour identifier automatiquement les entités. Donc, il va voir marqué Jean Martin, il sait que c'est un nom-prénom, il va voir des dates, il sait que c'est des dates, et du coup les supprimer. On peut aussi paramétrer comment on veut les remplacer. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure là, et je vous montrerai. Il y a plusieurs possibilités. Soit on met des placeholders de catégories de données, soit on met des identifiants uniques aléatoires. Il y a plein d'options selon le type de données, selon finalement le traitement qui a réfléchi le responsable de traitement, le DPO, le RSI, enfin ce qui a été, on va dire, décidé. On propose de la pseudonymisation irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de table de correspondance qui existe. Alors on peut casser l'anonymisation, mais comme on casserait l'anonymisation classique,
mais du coup, la technique de pseudonymisation, c'est une pseudonymisation donc forte. Et voilà, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est transformé à la volée, il n'y a aucun stockage. C'est déployé sur des serveurs en France. Nous sommes une entreprise française, donc on n'est pas soumis à des lois extraterritoriales. Au contraire, on est soumis à réglementation européenne sur les données. Voire même, ça peut être déployé on-premise si vraiment vous avez des niveaux d'exigence très élevés. Voilà, donc là, je propose de passer une petite... on va passer une petite phase de démo. Alors, je vous avoue, je n'ai pas regardé encore les questions. On reprendra ça à la fin. Mais je vois qu'il y en a et ça fait plaisir. Alors... Hop. Alors là, je vais peut-être recharger la page pour démarrer de zéro. Donc voilà, donc ça c'est l'interface de configuration de l'outil. Bon, que les utilisateurs ne vont pas avoir. Hein. Les utilisateurs, pour eux, ça sera transparent. Là, ce sont plutôt ceux qui vont configurer l'outil. Ça peut être nous qui le configurerions pour vous. Ça peut être aussi vos équipes techniques si vous préférez avoir la main là-dessus. Donc l'idée là de l'outil, c'est vraiment de proposer plusieurs options. Et vraiment que ça soit simple à utiliser. Donc on a les deux grandes catégories qui vont être anonymisation et pseudonymisation, qui changent un petit peu les paramètres qu'on peut appliquer. On va peut-être commencer par un exemple d'anonymisation. Donc là on a des petits fichiers d'exemple. Par exemple si on prend une donnée type donnée RH, vous voyez qu'il contient des noms, qui contient des dates de naissance, des téléphones. On peut choisir des opérateurs d'anonymisation. Donc là, comme je vous l'ai dit, on peut avoir juste un remplacement, on peut avoir de la suppression complète, on peut avoir du masquage, on peut avoir des chiffres aléatoires. On va garder le remplacement par un placeholder. On peut ajuster le seuil de confiance, le seuil avec lequel le système va pouvoir détecter les entités. On peut même d'ailleurs spécifier certaines entités qu'on veut garder ou pas. Et ensuite, voilà, on va cliquer sur traiter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà, là, on va voir sur cette partie droite. Alors, on vous a préparé un petit diagnostic. Que vous pouvez faire. Plusieurs questions. Et si pour chaque question que vous cochez, vous faites la somme, et ça va un petit peu vous donner une indication du niveau de risque dans lequel vous vous situez par rapport à l'utilisation des données personnelles dans votre LMS, les différents outils LLM, ainsi de suite. Et selon du coup ce niveau de risque, moi je vous invite, plus il est élevé, à le prioriser. Hein. Comme je vous l'ai dit, malheureusement des fuites de données, il va continuer à en avoir. Mais au moins, l'idée c'est d'avoir des solutions pour mitiger ce risque. Hein, de le diminuer au maximum, sans non plus bien sûr trop atteindre le métier, parce que voilà, il faut quand même que le service formation il tourne, il faut quand même qu'il puisse utiliser des outils IA pour générer des formations, des suivis personnalisés, ainsi de suite. Et voilà, je vous propose de passer aux questions. Alors, je regarde le chat. Merci Pauline. Donc effectivement, oui, la sensibilisation des collègues sur les données personnelles, c'est une des missions des DPO, et ça commence là-dessus. Mais c'est sûr que du coup, voilà, c'est difficile à contrôler, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions pour améliorer ce niveau de
de gestion du risque et que ça soit avec un minimum d'impact pour les utilisateurs. Voilà. Alors comment peut-on savoir que nos données dans notre LMS sont à risque en dehors des infos directes? Alors un gros indicateur, bon les infos directes, déjà il faut les minimiser. Donc déjà ça pour moi ça démarre là. Comme je l'ai déjà dit, si l'identifiant des utilisateurs c'est l'email, par exemple si c'est l'identifiant qui est utilisé dans les exports des rapports qui sont transmis à droite et à gauche, bon, sauf s'il faut vraiment que cet email soit là, mais s'il faut pas, voilà, vaut mieux mettre un identifiant unique. Parce qu'en fait, un email, il faut voir. En fait, la problématique d'un email, c'est qu'il n'y a même pas besoin de mapping. Avec un email, sauf si les gens ils mettent des pseudonymes, mais un email, généralement, dedans, il y a le prénom, le nom, et il y a le fournisseur, voire même le pays, si on a l'extension FR de la personne. Donc un email, ça apporte beaucoup de données personnelles. Donc déjà, il faut le minimiser. Ensuite, pour les données indirectes, grosse problématique des données indirectes, ça va être la taille. Dès qu'on a une organisation avec des faibles nombres d'utilisateurs, avec des petites classes, ben là en fait il y a possibilité du coup de vraiment d'identifier ou de réidentifier une personne. Donc il faut vraiment faire attention dès qu'on a des petits groupes. C'est là où finalement, en fait c'est presque un peu l'inverse, hein, c'est plus les groupes sont grands, plus il faut d'informations pour identifier une personne, plus le groupe est petit, moins il faut d'informations. Voilà. Donc ça c'est un peu on va dire l'alerte qu'il faut avoir, c'est quand c'est la taille des groupes. Autre question, voilà. Du coup, la question, voilà, est-ce que avec cette brique Inonima DDI on déplace juste le problème, c'est celle-ci qui va conserver les données. Donc non, la brique DDI ne conserve aucune donnée en fait. C'est une transformation qui se fait à la volée. Du coup, une fois que la donnée a été transformée, elle est transmise au LLM ou à d'autres outils, hein, parce que là, on l'a mis dans un flux avec le consommateur qui est le LLM, mais ça peut être d'autres outils. Une fois que la donnée a été transformée, il n'y a pas de stockage associé. On n'a pas de base de données, on n'a pas de suivi de log, on n'a pas de chose qui permet à l'outil de stocker ces données. Voilà. Et en plus, nous, on n'a aucun intérêt à le faire, puisque nous, on ne va pas entraîner de données comme un fournisseur LLM. On n'est pas fournisseur de LLM, nous. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de raison pour laquelle on conserverait ces données. Et en plus, de toute façon, on est une entreprise française, soumise à RGPD, donc voilà, donc nous, puis on suit la loi. Voilà. Et est-il possible de conserver la cohérence des remplacements sur tout un échange, par exemple remplacer toujours la même personne par le même label? Oui, donc ça c'est ce que permet l'outil, ce que j'appelle donc la pseudonymisation forte. Donc l'idée c'est vraiment, alors parce que il va conserver cette comment dire, l'unicité de chaque utilisateur, il va la conserver dans les données qu'on lui a envoyées. Si on lui envoie les données en plusieurs fois, il y a bien sûr, comme on n'a pas de mapping, on n'a aucun stockage, on ne peut pas savoir que Jean-Martin, c'est 5302. Par contre, si on envoie 3000 logs, et dans ces 3000 logs, il y en a 200 qui concernent Jean-Martin, eh bien là, Jean-Martin, ce sera remplacé par soit placeholder personne numéro 532, ou par même un identifiant qui peut être random. Il y a plusieurs options dans l'outil, mais ce numéro random sera le même pour l'utilisateur dans cette transformation. Voilà. Donc c'est la seule manière d'ailleurs qu'on peut avoir de la pseudonymisation forte, parce que si on devait garder cette correspondance, comme je vous l'ai dit, on ne serait plus dans cette garantie d'irréversibilité.
Suite à question, votre brique fonctionne-t-elle en temps réel au moment de la saisie ou seulement au moment de l'envoi du prompt? Non, c'est pas au moment de la saisie, c'est au moment où en fait on envoie le prompt. Voilà. Donc, alors effectivement, sur les utilisations un peu en mode streaming, ça marchera pas. Ceci dit, bon, problème quand même. Enfin, moi je suis pas forcément hyper fan des autosuggestes. Lorsqu'on commence à taper dans une barre et on a plusieurs suggestions, parce qu'il faut voir que chaque fois qu'on rajoute une lettre, on fait une requête au système. Donc voilà, on crée beaucoup de requêtes. Et en plus, on devrait avoir une certaine manière de stocker l'information, ce qu'on ne veut pas. Donc nous, vraiment, on reçoit le prompt, on reçoit la source de données, on la traite, on la renvoie, et après le système ne garde rien en mémoire. Voilà. Et effectivement, finalement, l'outil que vous proposez est adapté dans le LMS, mais dans tous les sites et tous les domaines. Oui, au domaine médical, oui, tout à fait. Effectivement, le cas d'usage vraiment qui nous a animé dans le développement de cet outil, c'était celui qu'on vous présente. Donc, par exemple, notamment un chatbot intégré dans un LMS qui est connecté, on va dire, à GPT. Et c'est là où on s'est dit, comment on peut insérer un filtre qui pré-traite les données à la volée. Et c'est vrai que ça s'applique à plein. On peut avoir plein d'autres inputs, plein d'autres points d'entrée qu'un chatbot dans un LMS. Et on peut avoir plein d'autres consommations de ces données que le LLM. Ce qui est d'ailleurs un petit peu différent de certains outils qui existent dans l'anonymisation, qui sont des outils un petit peu plutôt d'anonymisation de fichiers. On va uploader un fichier dans l'outil, il va l'anonymiser et on retélécharge le fichier. Donc c'est aussi un autre cas d'usage, puis c'est même complémentaire. Mais comme il y a de plus en plus de cas où ça se fait à la volée, ça se fait dans un flux, du coup voilà, c'est un peu notre vision pour cet outil, un peu son différenciateur. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour ces questions, puis ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça. Alors n'hésitez pas, même si vous avez d'autres questions, ou même si vous voulez qu'on fasse un point. Donc là je vous mets le lien vers mon calendrier et le QR code. Si vous voulez qu'on prenne 30 minutes pour discuter des problématiques, voir comment on peut gérer ce risque, voire déjà identifier ce risque, les risques que vous pouvez avoir, et voir comment on peut les gérer. Voilà. Moi, je suis toujours très intéressé de discuter de tous ces sujets. Déjà parce que ce sont des sujets cœur pour notre entreprise, mais aussi dans le cadre de notre engagement à travers de Prometheus X et puis la construction du data space d'éducation, de données d'éducation et de compétences, où on veut vraiment aider à faire bouger les lignes, montrer que le futur passe forcément par plus de données et plus d'utilisation de ces données, mais que ça ne veut pas forcément dire de faire le Far West, ça ne veut pas forcément dire que ça soit au détriment de la vie privée des utilisateurs, et que tout ça, en fait, on peut arriver à avancer sur les deux fronts en simultané. Voilà, je vous remercie, et puis 12h26, on est dans les temps. Parfait. Eh bien, bonne journée à tous.